certains encore d'entre vous qui n'ont pas accepté l'invitation. Hein. S'il vous plaît, vous voulez informer les autres d'accepter l'invitation. Donc, dans la partie travaux et devoirs, vous allez trouver les informations concernant le module, là où il y a par exemple la fiche module, la feuille de route. Et comme vous le savez, la feuille de route donc, contient les détails de chaque séance. Par exemple, pour cette séance-là, il y a les acquis, les objectifs et donc les tâches à faire. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est concernant la feuille de route. Concernant le module maintenant, le module est de 30 heures normalement pour l'évaluation finale. Donc c'est juste l'examen, c'est-à-dire c'est juste la note d'examen fois 100%. Hein. Donc on va voir les points suivants. En premier lieu, on va voir qu'est-ce que l'architecture orientée service, le positionnement de ce type d'architecture par rapport aux autres types. On va voir les principes de l'architecture SOA, qu'est-ce qu'un service web tout d'abord et pourquoi on a besoin d'utiliser un service web. Par la suite, on va voir les entités participantes au niveau de l'architecture SOA. On va passer par la suite pour voir la relation entre le XML et les services web. Donc, par la suite, on va voir par détail les deux familles de services web qui sont les services REST et les services web étendus. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est concernant la fiche module. C'est clair? Fiche module et la feuille de route sont déjà publiées. Hein. Donc, je vais commencer par publier le premier document, l'introduction. Est-ce que c'est clair? Donc, au niveau de ce chapitre-là, normalement, on va voir les concepts de base concernant l'architecture orientée service et service web. Et je vous demande de bien comprendre ces concepts-là. C'est clair? Donc, je vais commencer. Est-ce que c'est clair? Donc, le document est déjà publié. Hein. Boubacar, est-ce que tu peux m'écrire au niveau de comments ton adresse mail, Boubacar? Qui d'autre? D'accord. Je vais t'ajouter maintenant. Pour les autres, c'est bon? On commence? Celui qui n'a pas reçu une invitation, vous voulez m'écrire vos adresses mail au niveau du chat, s'il vous plaît. Hein. Pour les autres, s'il vous plaît. Boubacar, c'est bon, je t'ai envoyé une invitation. Oui, Mohamed Amin, est-ce que tu peux m'écrire ton adresse mail, d'accord? Est-ce que tu es sûr de ton adresse mail, Mohamed Nafed? Bon, je ne sais pas pourquoi c'est impossible de t'envoyer une invitation, Mohamed Nafed. Impossible d'inviter. Bon, il faut voir la cohérence de ton adresse mail avec l'administration. Hein. Je n'ai pas pu vous envoyer une invitation. Oui, c'est pour le Google Classroom. Bon, peut-être que tu es déjà dans l'espace. Oui, tu existes déjà, Mohamed Amin Nafed. Tu as accepté l'invitation. Oui, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. On commence.
Donc, comme prérequis pour ce module, on demande des connaissances au niveau Java, HTML et protocole web. Alors, pour commencer, je vous invite à voir ensemble l'exemple suivant. On va imaginer qu'on a l'application globale agence de Madame, voyage. Oui, oui. s'il vous plaît, je n'ai pas reçu le truc dans Google Classroom, le document, en fait. Il faut accepter l'invitation pour accéder au Google Classroom. J'étais invité tout à l'heure. Ok. Donc, je reviens. On va commencer par l'exemple suivant. Imaginons qu'on a déjà l'application globale qui est agence de voyage. Réellement, cette application est la fusion de ces trois sous-applications. On a la compagnie aérienne, la chaîne hôtelière et agence de location de voitures. Donc, je vais commencer. Donc, on a déjà l'application globale qui est agence de voyage. La première sous-application, chaîne hôtelière. On va imaginer que cette application est développée en Java et utilise le protocole HTTP. Pour la deuxième application, donc c'est la compagnie aérienne, on va imaginer que cette application est développée en PHP et utilise par exemple le protocole HTTPS. La troisième, qui est donc agence de location de voitures, on va imaginer qu'elle est développée en Symfony par exemple. À votre avis, est-ce que la communication entre ces trois applications est possible, oui ou non? Oui, pourquoi et non pourquoi? Possible, madame, la connexion. Communication, ce n'est pas connexion. أي قلت communication déjà. خاطر pratiquement يستعملوا في نفس البروتوكول. Oui. Mais ce n'est pas le même langage de développement. أي صحيح. Pour les أما autres. Oui, أما ما هو عندنا Communiquer par JSON. مش هكاك فوالا جيسون. JSON reste donc un type de données, hein, mais on parle en général. Est-ce que si on a deux ou plusieurs applications différentes, c'est-à-dire côté, par exemple, langage de développement, protocole de communication, protocole de transport, ainsi de suite. Est-ce que dans ce cas-là, la communication est possible, oui ou non? Bien sûr, sans aucune configuration, hein, sans aucune intervention. Est-ce que la communication est possible, oui ou non? Bien sûr que non, c'est clair. C'est pas le même langage de développement, même si on va changer le protocole de communication ou bien de transport, c'est la même chose. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc, on a ainsi un problème. On appelle ça problème hétérogénéité ou bien interopérabilité. Est-ce que c'est clair? Donc, l'interopérabilité ou bien l'hétérogénéité, c'est comment on va faire communiquer des applications, deux ou plusieurs applications différentes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pour les autres, est-ce que vous avez compris? C'est clair? D'où l'apparition du paradigme ou bien d'une notion de service web. Donc, du coup, si on va considérer que la première application, c'est un service web, le deuxième, de même, c'est un service web, et la troisième, c'est un service web, donc dans ce cas-là, la communication sera possible entre ces trois applications. Donc, la notion ou bien le paradigme de service web vient spécifiquement pour résoudre ce problème-là, qui est l'interopérabilité. Est-ce que c'est clair? Donc, par la suite, je vais déposer les captures au niveau de Google Classroom. Et si on essaye de voir ensemble maintenant l'évolution de différents paradigmes allant du langage assembleur jusqu'à définir la notion du service. Comme vous le savez, donc le premier paradigme, c'est le langage bas niveau qui est l'assembleur, langage machine. Par la suite, il s'est évolué en langage procédural.
Donc, comme vous voyez ici, le langage procédural, il est vu comme un seul bloc. Dedans, on va définir l'ensemble des variables et des fonctions. À votre avis maintenant, si on vise effectuer des mises à jour concernant la fonction 3, par exemple, ou si on vise ajouter une autre fonction qui est définie entre le bloc fonction 3 et fonction x, comment on va procéder? À votre avis, comment on va faire? Est-ce que c'est simple? Si j'en ai besoin d'effectuer des mises à jour, je peux me positionner directement au niveau de la fonction 3 pour ajouter les mises à jour nécessaires, oui ou non? ما فهمتش السؤال مدام. Oui, je عاود répète. لنا السؤال Donc, بالله. je vous ai dit, on a déjà le langage procédural, il est vu comme un seul bloc. C'est un algorithme. Dedans, on va définir l'ensemble des variables et des fonctions. À votre avis maintenant, si mon objectif, c'est d'effectuer des mises à jour au niveau de la fonction 3, est-ce que je peux me positionner directement au niveau de la fonction 3 sans parcourir l'algorithme dès la première ligne? Est-ce que c'est possible, oui ou non? Non. Non, bien sûr. Donc, on doit commencer le parcours de tout l'algorithme dès la première ligne. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on a un Oui. certain nombre de problèmes à ce niveau-là. On parle donc de la maintenance complexe. Maintenance, c'est-à-dire si je vise ajouter des mises à jour ou bien ajouter d'autres fonctionnalités. Modularité et abstraction absente. Qu'est-ce que ça veut dire le mot abstraction? Abstraction, donc c'est la boîte noire. Je ne peux pas découvrir toutes les informations définies dedans. Or, ce n'est pas le cas avec plutôt le paradigme procédural. Comme vous voyez ici, je peux tout simplement savoir l'ensemble des variables, des fonctions, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'avec le paradigme procédural, la modularité et l'abstraction est presque absente. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Hassan, donc c'est à quel niveau vous avez un problème? Hassan, donc tu m'as dit non, c'est à quel niveau? مدام ما فهمتش شنو هي الابستراكسيون علاش ابسونت Absent, déjà on peut découvrir toutes les variables et toutes les fonctions. Ma femme a caché. Toutes les informations sont déjà visibles. Est-ce que c'est clair? Si on dit donc باهي واضح. un algorithme abstrait, c'est que je ne peux pas découvrir toutes les informations. Or, c'est pas le cas avec le paradigme procédural. Comme vous voyez ici, donc, je peux savoir toutes les variables, toutes les fonctions, ainsi de suite. La réutilisation est ardue. Ardue, c'est-à-dire difficile. Si j'en ai besoin de réutiliser la fonction x, je dois parcourir l'algorithme dès la première ligne. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la réutilisation est ardue, c'est-à-dire difficile. Donc, pour remédier à ces limites-là, on a l'apparition du paradigme suivant qui est le paradigme objet. Donc, comme vous voyez ici, on a la division d'un monobloc en des sous-blocs, sachant que même à ce niveau-là, on a un certain nombre de limites. C'est clair? Parmi ces limites-là, on a la réutilisation est difficile, bien sûr, tant qu'on a une forte dépendance entre la classe mère et les classes filles. Est-ce que c'est clair? C'est clair? De même, donc, on a une dépendance forte. Couplage fort, c'est-à-dire forte dépendance entre la classe mère et la classe fille. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord. Oui, donc pour remédier à ces limites-là, de même, on a l'apparition du paradigme suivant qui est paradigme objet. Comme vous voyez ici, donc quand même, on a pu résoudre le problème de la forte dépendance. Au niveau du composant, il n'y a aucune dépendance entre les différentes parties. Donc pourtant,
on a l'apparition d'un autre problème qui est l'interopérabilité ou bien l'hétérogénéité, c'est-à-dire comment on va faire communiquer deux parties qui sont différentes. Est-ce que c'est clair? Du coup, donc, on a l'apparition du paradigme suivant qui est le paradigme service. Comme vous voyez ici, avec la notion de service, on peut tout simplement faire communiquer les différentes parties sans aucun problème. C'est clair? Donc, on peut dire ainsi qu'avec la notion ou bien le paradigme service, on a pu réduire le couplage. Comme vous voyez ici, il n'y a aucune dépendance entre les différentes parties. Améliorer la réutilisation, oui. Si j'ai un service web de paiement, donc bien sûr, dedans, il y a une opération qui permet d'effectuer l'opération de paiement. Donc, je peux réutiliser cette opération-là, c'est-à-dire ce service web-là, au niveau d'une application d'un hôpital, par exemple, qu'au niveau d'application de scolarité ou bien d'inscription. Donc, c'est pour cela qu'on dit un service, il est réutilisable. Augmenter l'abstraction, oui. Donc, je vais vous expliquer. On dit qu'un service, il est abstrait car un service, il est vu comme une boîte noire. Je ne peux pas découvrir toutes les informations définies dedans. Je ne peux découvrir que l'ID d'un service. Et généralement, un service, il est identifié à travers son nom. De même, je ne peux découvrir que l'ensemble des inputs et l'ensemble des outputs. On va prendre un exemple par la suite. Donc, on a l'ensemble des inputs et l'ensemble des outputs. Et l'opération. Donc, ce sont les informations que je peux découvrir avec le paradigme service. Est-ce que vous avez compris? Je répète, l'abstraction, c'est le fait de considérer ce paradigme-là comme une boîte noire, c'est-à-dire je ne peux pas découvrir toutes les informations. Eh bien, un service web, il est abstrait. Ou bien avec la notion de service web, on a pu augmenter donc, la notion d'abstraction. Pourquoi? Parce qu'avec la notion de service, je ne peux découvrir qu'un certain nombre d'informations. Par exemple, l'ensemble des inputs, c'est-à-dire pour fonctionner ce service, il demande quoi comme entrée? L'ensemble des outputs, c'est-à-dire si je vais utiliser ce service web-là, qu'est-ce que je vais avoir en output? Et l'ensemble des opérations, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions. On va prendre un exemple. Donc, je vais prendre le service web de paiement. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes, s'il vous plaît? D'accord, donc pour utiliser le service web de paiement, il demande quoi comme entrée à votre avis et qu'est-ce qu'il va me produire en sortie et c'est quoi l'opération? Normalement, ce qui est clair, l'opération, c'est payer. Donc, à votre avis, pour effectuer l'opération de paiement, donc j'en ai besoin de quoi comme entrée? Les coordonnées personnelles. Pardon? الانبوت باش يكون les données confidentielles نتاع اليوزر Par exemple, numéro de carte. ولا Mot de passe. CSV ولا Numéro de carte. Mot de passe ou les données de l'utilisateur, comme ce sont des informations propres au système de paiement, système bancaire par la suite. Mais j'en ai besoin donc d'utiliser ou bien d'exécuter une fonction qui me permet d'effectuer l'opération de paiement. C'est clair? Donc, pour payer, j'en ai besoin de savoir déjà le frais demandé. Est-ce que c'est clair? Frais demandés et numéro de carte. C'est clair? Par la suite, comme sortie, je vais avoir quoi? Oui, montant, c'est-à-dire le frais, Imen. Montant, c'est le frais. Montant demandé, c'est-à-dire le frais. Par la suite, comme output, je vais avoir quoi? Une fois que c'est bon, j'ai payé. Reçu de paiement. Oui, reçu ou bien message de confirmation, oui. Donc, je vais avoir un reçu ou bien un message
de confirmation. C'est clair? Et l'opération, c'est payer. Est-ce que c'est clair pour la notion d'abstraction? C'est clair? D'accord. Donc, on a déjà parlé de langage commun, protocole commun, maintenant contrat. Donc, qui peut me définir c'est quoi un contrat? Ou bien est-ce que vous avez une idée concernant le contrat? Imaginons qu'on a déjà la communication entre trois applications. La première existe au niveau de l'entreprise A, la deuxième existe au niveau de l'entreprise B et la troisième existe au niveau de l'entreprise C. On va prendre un exemple. On va imaginer que l'application A envoyé le message suivant: la somme entre deux entiers, sachant que les données sont de type réel. Sachant que S, A et B de type réel. Par la suite, pour l'application B, donc elle accepte les données de type entier. À votre avis, maintenant, est-ce que on peut lire le message envoyé de l'application A vers l'application B? Est-ce que je peux tout simplement lire la valeur de chaque variable? Non, bien sûr, tant que ce n'est pas le même type de données entre les deux applications. La première, elle accepte que les données de type réel et la deuxième, elle accepte les données de type entier. C'est clair? Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a besoin de définir un certain nombre de règles. C'est clair? Donc, je dois définir la règle concernant le type de données pour assurer bien la communication entre ces deux applications. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas-là, on est en train de parler de la contrainte type de données. C'est clair? C'est quoi? Non, Achov, j'ai pas compris. Est-ce que tu as un problème? Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a besoin de définir un contrat. Un contrat, dedans, on va définir l'ensemble des règles ou bien contraintes à respecter lors de la communication entre les applications. C'est clair? Un contrat contient les règles à respecter lors de la communication. C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? D'accord. On va passer au concept suivant, middleware. On a parlé déjà du langage, protocole, contrat et un middleware. On va imaginer que donc l'application A et B, ou plutôt B et C, ont envoyé des messages simultanés vers l'application A. Simultanés, c'est-à-dire en même temps. À votre avis, dans ce cas-là, on va donner la priorité à quel message? Est-ce qu'on va exécuter le message envoyé de B vers A en premier lieu, par la suite de C vers A, ou bien l'inverse? Et pourquoi? Comment on va procéder dans ce cas-là? Est-ce que vous avez une idée? Comment on va ordonner la communication? Allô?
Est-ce que vous m'entendez? Allô? D'accord. Oui, donc est-ce que vous avez déjà une idée comment on va procéder dans ce cas-là? On a besoin de définir tout simplement un middleware. Donc, c'est celui qui est le responsable pour ordonner et organiser la communication entre les différentes applications. C'est clair? Un middleware, donc son rôle, c'est d'ordonner la communication. Est-ce que c'est clair? Middleware ou bien coordinateur. Coordinateur, donc c'est celui qui va ordonner ou bien coordonner la communication entre les différentes parties. C'est clair? Pour les autres, est-ce que c'est clair? D'accord. مدام Oui. شنو هو الميدل وير يعني ما ستان كلاس ولا شنو هي ما فهمتش معناها. Non, c'est pas un classe. Donc, en fait, c'est... bon, j'ai pas bien compris la question. Vous voulez dire quoi? C'est côté programmation ou bien quoi? Ça pourrait être un serveur, ça pourrait être... tout dépend de اي l'application. اي معناتها مادام هو ابليكاسيون معناتها Ça pourrait être une application. Tout dépend du contexte, tout d'abord, de l'application. Et tout dépend de l'application en elle-même. C'est clair? Mais c'est clair. l'essentiel, le rôle d'un middleware, c'est celui qui va ordonner. Ça pourrait Ok. être un serveur, ça pourrait être une simple application, ainsi de suite. C'est clair? Oui, oui, Donc, oui. d'accord. Donc, jusqu'à maintenant, on a défini le problème d'interopérabilité. Je vous rappelle qu'on a déjà dit que pour l'interopérabilité, c'est le fait de communiquer deux ou plusieurs applications différentes. Maintenant, pour l'intégration, si on dit means that you have written some custom code to connect two or more systems together. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou bien c'est quoi la différence entre l'interopérabilité et l'intégration, à votre avis? Qui peut me dire? intégration هي تلمهم الزوز تردهم une seule application و l'interopérabilité هي deux applications communiquer مع بعضهم. En fait, l'objectif des deux, c'est de faire communiquer deux applications. Par contre, pour l'interopérabilité, il suffit d'utiliser la notion de service web pour effectuer la communication, sans aucune intervention, c'est-à-dire sans aucune configuration. Par contre, pour l'intégration, il faut ajouter un bout de code pour faire communiquer les applications. Bien sûr, sans utiliser la notion des services. C'est clair, je répète. L'interopérabilité, c'est le fait d'assurer la communication entre des applications, entre deux ou plusieurs applications sans aucune intervention. Il suffit juste d'utiliser le paradigme service. Par contre, pour l'intégration, il faut ajouter un bout de code pour faire communiquer ces applications-là. Madame, pour l'interopérabilité, les applications les يكونوا de même type de Non, communication. non, c'est pas forcément. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple de l'agence de voyage. Donc, c'est juste, il suffit de considérer. Donc, je vais revenir. C'est juste, il suffit de considérer que la première application, c'est un service web, la deuxième, c'est un service web, et de même, la troisième, c'est un service web. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a pu résoudre le problème d'interopérabilité à travers l'utilisation de services web. Par contre, si on parle de l'intégration, c'est qu'on va considérer que chacune de ces applications, c'est une simple application, c'est-à-dire ce n'est pas un service web, mais on a besoin d'ajouter un bout de code pour rendre cette communication possible. Dans ce cas-là, on est en train de parler de l'intégration. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? C'est clair? C'est clair. أما عندي question. والميدل وير في يجي فيهم الزوز ولا؟ Pardon, j'ai pas bien entendu. ميدل وير اللي جوست اللي بكري قبل Oui. الديابو هذا
Ah يدخل oui, فيهم الزوز. oui, normalement, oui. Le middleware, son rôle, c'est toujours d'ordonner la communication entre plusieurs applications. كيف يجب يكون الميدل وير في الانتجراسيون مدام؟ Pardon? الميدل وير كيف يجب يكون في الانتجراسيون؟ C'est le même exemple. Si l'application B et C ou bien A et B vont envoyer simultanément deux messages vers l'application C, dans ce cas-là, donc on a besoin d'un middleware. Son rôle, c'est donner la priorité vers quel message? Est-ce que de B vers C en premier lieu, par la suite de A vers C ou bien l'inverse? C'est toujours le même principe. Est-ce que c'est clair? Pour les autres, c'est bon? D'accord. Comme vous voyez ici, d'après ces deux figures, avec l'interopérabilité, donc c'est juste SA et SB sont deux services web. Par contre, pour l'intégration, pour rendre la communication possible entre SA et SB, il faut ajouter un bout de code. On appelle ça intégration et ce n'est pas l'interopérabilité. C'est clair? Oui, donc on a déjà parlé du besoin de l'utilisation d'un service web. Donc, on va définir maintenant qu'est-ce qu'un service web. Tout simplement, un service web, c'est une application qui est mise à disposition sur Internet. Son rôle, c'est donc de faire communiquer deux applications distinctes. C'est clair? D'après cette définition, donc un service web. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la littérature, normalement, on a deux grandes familles de services web. On a les services web REST et les services web SOAP, WSDL. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces deux types? Ou bien, qui a d'entre vous a utilisé dans son PFA les services web, la notion des services web? Les trois alcools, normalement, c'est mal des services web. Service Symfony, Oui. c'est juste consommation, c'est pas développement. Vous avez consommé, Ah, c'est ça? oui, oui. Donc, vous avez consommé des services qui existent déjà. Donc, on a les services web REST et les services web SOAP, WSDL. On va voir par la suite, par détail, chaque famille, mais c'est juste pour l'instant, on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, on va commencer par la première famille. On dit un service web REST car il se base sur les concepts d'une architecture REST qui est caractérisée par, normalement, plusieurs types de données. Au niveau de votre cours Symfony, normalement, vous avez utilisé comme type de données le JSON, c'est ça? Oui. Parmi les points forts de l'architecture REST, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de données, tels que le JSON, le XML, le texte, ainsi de suite. Donc, comme deuxième caractéristique, on a déjà l'utilisation du protocole HTTP, que ce soit au niveau transport ou bien protocole de communication. Et tant qu'on est limité au protocole HTTP, donc pour les opérations, on utilise juste les opérations HTTP. Donc, qui sont le create, c'est-à-dire post, pour dire créer. Delete, c'est pour dire supprimer.
Put, c'est pour dire modifier. Et get, on l'utilise soit pour récupérer ou bien on utilise aussi la méthode get pour effectuer une recherche. Get, c'est pour récupérer ou bien recherche. Récupération. Est-ce que c'est clair? Comme dernier caractéristique, donc on a l'URI. C'est pas URL, hein, c'est URI. C'est la ressource, c'est-à-dire l'emplacement exact de service web à utiliser. Je vais vous donner un exemple. Ressource, c'est-à-dire emplacement de service web. Si on prend l'exemple suivant. Donc, l'URI suivante. Donc, je suis en train de dire que j'en ai besoin d'exécuter la méthode SOM, en fait, qui est méthode de calcul. En fait, je vais imaginer que SOM, c'est une méthode qui permet de calculer la somme entre deux entiers qui est identifiée avec l'ID SOM. À travers cette URI, je suis en train de dire que j'en ai besoin d'exécuter la méthode avec l'ID SOM qui existe au niveau de service web avec l'ID REST sous le projet 1, en localhost sous le port suivant. C'est clair. Et voici donc un exemple d'URI, l'emplacement exact de service et même de l'opération à exécuter. Est-ce que vous avez compris c'est quoi un URI? C'est clair? Pour les services SOAP, WSDL maintenant, concernant les types de données, on est limité aux données de type XML. Donc, pour le protocole, on a le SOAP pour la communication et on a plusieurs types de protocoles de transport. Est-ce que c'est clair? C'est clair. On va voir par détail par la suite comment on peut développer les services web REST et comment on peut développer les services web SOAP, WSDL et quelles sont les caractéristiques de chaque famille. Est-ce que c'est clair la différence entre les deux? D'accord. On va voir maintenant c'est quoi la relation entre l'architecture SOA, c'est-à-dire architecture orientée service et notion de service web. Donc, je vous invite à voir cette figure. Comme vous voyez, normalement, on a déjà presque les mêmes couches qu'au niveau des autres architectures, sauf qu'on a une couche supplémentaire qui est la couche service. Comme vous voyez ici, donc, de BPMN, de Business Process vers Service, on a la division de tâches en des sous-tâches. On va prendre un exemple. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Oui. D'accord, donc je vais prendre l'exemple suivant. Si on vous demande de résoudre le problème suivant, gestion d'une entreprise. Sachant qu'à chaque fois, on a besoin d'ajouter des fonctionnalités ou bien donc d'effectuer quelques mises à jour. À votre avis, comment on va résoudre ce problème-là? Comment on va procéder? Tout d'abord, si on dit gestion d'une entreprise, est-ce que l'objectif c'est gestion des services d'une entreprise? Est-ce que c'est la gestion des employés d'une entreprise, des achats, ainsi de suite? Comment je peux savoir l'objectif exact de ce problème-là? Déjà, d'après ce texte-là, donc je peux comprendre qu'il s'agit d'une tâche complexe. De même, si donc on vise par la suite à ajouter des fonctionnalités ou bien d'effectuer des mises à jour, je vais rendre cette tâche de plus en plus complexe. C'est clair.
Finalement, donc, je suis en train de parler de processus métier à résoudre, c'est-à-dire l'objectif métier à résoudre finalement. Donc, le principe est simple, donc je vais diviser cette tâche-là en des sous-tâches. Non, ce n'est pas les microservices, non. Les microservices, c'est autre chose et autre type d'architecture. Non, ce n'est pas microservice, Youssef. Donc, on va diviser cette tâche en des sous-tâches, sachant que chaque sous-tâche représente un service web. Ce n'est pas un microservice. C'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord, donc je vais imaginer que la première sous-tâche, c'est la gestion des services d'une entreprise. Donc, je vais considérer que cette sous-tâche, c'est le service web 1 par la suite. Donc, gestion des employés, c'est le service web 2 et gestion des achats, c'est le service web 3. Est-ce que c'est clair? Donc, et du coup, je peux dire que à travers cette stratégie, on peut résoudre l'objectif métier mentionné. Donc, je vais donner un exemple de modèle à suivre pour résoudre ce problème-là. Je vais dire que je vais consommer ou bien exécuter la première opération, par exemple. Ajouter un service. Un service, c'est-à-dire service au sein d'une entreprise. Finalement, donc, au niveau de service web gestion des services, j'ai déjà une méthode qui permet d'ajouter un service. Donc, dans ce cas-là, je suis en train d'appeler le service web 1 en exécutant cette opération. Par la suite, je vais imaginer que la deuxième tâche, c'est affecter des employés. De même, je suis en train d'utiliser une méthode qui permet d'affecter des employés et qui existe au niveau du service web 2. Donc, je suis en train de consommer ou bien d'utiliser le service web 2. Et la troisième tâche, c'est afficher, par exemple, la liste des achats. De même, je suis en train d'utiliser une opération qui permet d'afficher la liste des achats et qui existe au niveau du service web 3. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est juste un exemple. Exemple pour la schématisation, c'est juste, je suis en train d'utiliser un exemple de modèle BPMN. C'est-à-dire, je dois suivre ce processus-là pour résoudre le problème mentionné. Je dois exécuter en premier lieu le service web 1, exactement l'opération ajouter service. Par la suite, exécuter le service web 2, exactement l'opération affecter des employés. Et en troisième lieu, exécuter le service web 3, exactement l'opération afficher la liste des achats. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Et voici donc un exemple de solution. Comment on peut procéder pour résoudre le BPMN mentionné. Est-ce que c'est clair? Donc, si on revient vers cette figure-là, déjà, la première couche, c'est interface utilisateur ou bien consommateur. La deuxième, c'est business process. D'après cet exemple, à votre avis, c'est quoi le business process? Donc, finalement, le business process, c'est la tâche gestion d'une entreprise. Service. Comme vous voyez ici, d'après cette figure, on a la division donc, de BPMN en des sous-tâches. Et ça, c'est la portée de l'architecture SOA par rapport aux autres types d'architecture. Par la suite, donc, on a la couche composant et finalement, on a la couche opération. C'est clair? Est-ce que vous avez compris la relation entre l'architecture orientée service et la notion des services web? D'accord. On va voir maintenant côté anatomie de service. Anatomie, c'est-à-dire composition d'un service. Donc, il comprend deux parties. La première, c'est la partie interface. Au niveau de cette partie, on va trouver, là, il dit
d'un service. Généralement, comme je vous ai dit, un service, il est identifié à travers son nom. Par la suite, on a l'ensemble des inputs et outputs. Service purpose ou bien function, c'est l'ensemble des opérations ou bien fonctions. Par la suite, au niveau de l'implémentation, je vais trouver le BPMN. On va revenir vers le même exemple. Par la suite, au niveau de service web, par exemple, au niveau de service web 1, la partie interface, je vais trouver l'ID, je vais trouver l'ensemble des entrées sorties, purpose, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions ou bien opérations, et au niveau implémentation, donc, je vais trouver le BPMN, c'est-à-dire, donc, je peux utiliser le service web 1 pour résoudre quel problème, quel objectif métier. Donc, au niveau de l'implémentation, normalement, on va trouver la gestion d'une entreprise. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Pour les autres, est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? D'accord. Pour les éléments au niveau de l'architecture orientée service maintenant. Les éléments intervenant au niveau de l'architecture orientée service. Normalement, on a l'intervention des trois éléments. On a le service provider, on a le service provider. Donc, c'est l'acteur responsable pour la préparation de la description de service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, si j'en ai besoin d'utiliser un service web de paiement, donc ce qui est sûr, c'est qu'il existe un service provider, un acteur qui a déjà préparé la description de ce service web-là. Donc, le rôle de service provider, c'est de préparer la description du service web. Et comme étape, la première étape au niveau de l'architecture orientée service, c'est-à-dire allant de la première étape qui est la description jusqu'à la consommation de services. Par la suite, le deuxième acteur, c'est le service broker. Vous voyez ici, d'après cette figure, le broker, c'est l'acteur responsable pour le service contrat, c'est-à-dire l'ensemble des contrats, et le registry, service registry, c'est-à-dire l'annuaire de service. Au niveau des services web, on ne dit pas base de service, hein. C'est juste, on utilise le mot-clé annuaire de service, registry. Donc, le broker, c'est celui qui est le responsable sur l'annuaire de service et l'ensemble des contrats de service. C'est clair? Donc, à votre avis, une fois que c'est bon, j'ai déjà préparé la description de service web, la deuxième étape, c'est quoi?
Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, désolé. Oui. D'accord, j'avais un problème de connexion, donc D'accord. Donc, je vais revenir de nouveau. Est-ce que vous avez compris le rôle de service provider et le service broker? D'accord, donc. Oui, je vais répéter. Je vous dis qu'on a déjà l'intervention des trois éléments. On a le service provider, c'est l'acteur responsable sur la préparation de la description de service. Oui, d'accord, je vais commencer le partage. Donc, le rôle de service provider, c'est de préparer la description de service. Par la suite, donc le service broker. L'acteur responsable sur l'annuaire ainsi que les contrats de service. On a déjà défini qu'est-ce qu'un contrat. Et pour l'annuaire, je vous dis, donc, on n'utilise pas le mot-clé base. Avec les services web, on utilise le mot-clé annuaire de service registry. Acteur responsable de l'annuaire et du contrat. Donc, et finalement, on a l'intervention service consumer, c'est le consommateur, c'est-à-dire l'utilisateur de service. Consommateur de service. Maintenant, au niveau des étapes. Donc, en première étape, ce qui est clair, on a déjà la description de service. À votre avis, une fois que c'est bon, le service provider a préparé la description de service, l'étape suivante consiste à faire quoi? Le créer, Pardon? le développer, le créer. Développer, décrire, c'est-à-dire le développer, que ce soit REST ou bien description WSDL. Par la suite, que c'est bon, mon service, il est déjà prêt. Donc, je vais faire quoi comme étape suivante? Héberger le service, oui, implémenter, héberger, oui. Donc, l'étape suivante, c'est le déploiement et la publication. Donc, je vais rendre mon service publié. C'est clair? Publication de service. Et finalement, consommation. Donc, en tant que utilisateur, je vais consommer ce service web-là. Donc, c'est pour cela que je vais interroger l'annuaire en utilisant un certain nombre de paramètres pour effectuer la découverte. De même, avec la notion des services web, on utilise le mot-clé découverte et pas recherche. C'est clair? Découverte de service. Découverte et consommation. Est-ce que c'est clair? Je répète. Donc, le service provider, donc c'est l'acteur responsable de la description de service. Une fois que c'est bon, mon service, il est déjà prêt. En tant que provider, je vais le déployer et le publier au niveau de l'annuaire. C'est clair? L'acteur responsable sur l'annuaire ainsi que l'ensemble des contrats, c'est le service broker. Par la suite, donc, on a le troisième élément qui est le service consumer, c'est le consommateur ou bien l'utilisateur de service en tant que consommateur maintenant, pour effectuer la découverte de service. Bien sûr, j'en ai besoin d'interroger cet annuaire-là en utilisant un certain nombre de paramètres. Si donc... Madame, oui. en cas de plusieurs services, les gens بيناتهم شكون يعمل؟
J'ai pas bien compris. Comment? On suppose qu'on avait plusieurs services web. Que tu Euh, les ont pénétrés. Oui, mais c'est juste, Quel service web? non, je suis en train juste d'expliquer le processus allant de la description jusqu'à la découverte. Je pense que tu es en train de parler de la communication entre plusieurs services. C'est clair? C'est toujours le middleware. Non, custom code en cas de l'utilisation d'une simple application, c'est pas un service. Anis, la notion de custom code, c'est avec la notion d'une simple application, c'est pas avec les services web. C'est clair? Si je suis en train d'utiliser les services web, je n'en ai pas besoin d'ajouter custom code. Est-ce que c'est clair? C'est juste, je suis en train de vous expliquer les éléments intervenant au niveau de l'architecture SOA, c'est-à-dire les acteurs, et comment ça se passe pour le processus, allant de la description jusqu'à la découverte et la consommation. Donc, revenons à cette figure-là. Comme vous voyez ici, de service provider vers le broker maintain service, de service consumer vers le provider, plutôt de provider vers le consumer, invoke service, par la suite find service, c'est-à-dire découverte de service, de consumer vers le broker. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord. Pour les caractéristiques maintenant, jusqu'à présent, on a déjà défini le contrat standardisé, on a défini la faible dépendance, on a défini l'abstraction. De même, la réutilisation, on a pris l'exemple du service web de paiement et on a dit que je peux utiliser ce service web au niveau d'une application d'inscription universitaire. De même, je peux l'utiliser dans une application e-commerce. Par la suite, autonomie, oui, un service, il est autonome car il fonctionne indépendamment des autres applications ou bien d'autres services. Est-ce que c'est clair? Sans état, oui, c'est le même exemple de service de paiement. Je peux l'utiliser sans laisser des traces. Découvrable, oui, on a déjà parlé de la découverte de service. C'est juste, il suffit d'utiliser les paramètres. Par exemple, j'en ai besoin d'utiliser un service qui permet d'effectuer les calculs de la somme entre deux entiers. Et je sais que ce service web-là demande comme entrée deux variables de type entier, par exemple. C'est clair? Je peux utiliser ces informations pour effectuer la découverte. Est-ce que c'est clair? Sans état, oui. Oui, sans état. On a déjà pris l'exemple de... Par un service serveur web sans état. on est en train de parler de service, c'est pas serveur. Service sans état. Oui, si j'utilise le service web de paiement dans une application d'un hôpital, par exemple, de même, je peux utiliser ce même service dans une autre application. Donc, je n'aurai pas de traces au niveau de ce service web-là. Stateless, c'est-à-dire sans état. Il ne laisse aucune trace. C'est clair? Est-ce que c'est clair, H? مش تقصد مدام بتراس. Par exemple, il ne stocke pas le résultat de la première application. Ah, d'accord. C'est clair? Oui. Par la suite, composable. On va prendre l'exemple. De l'agence de voyage. On a déjà dit que compagnie aérienne, chaîne hôtelière et location des voitures, ce sont trois services. Chacun de ces services web-là est considéré comme un service simple car il fonctionne indépendamment des autres. Par contre, si on voit le service web, application, agence de voyage, réellement, donc c'est un service composite. Pourquoi? Parce que le résultat de ce service web-là, c'est la concaténation ou bien la composition de ces trois services-là. C'est clair? Est-ce que c'est clair?
service web simple. Service web composite. Donc, service web simple, il fonctionne indépendamment des autres. Par contre, un service composite, c'est le résultat de la composition de services. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair? On va prendre un exemple. Là, on a déjà, maintenant, on va commencer le PROSIT, l'étude de cas. Mais est-ce que vous avez compris les caractéristiques d'un service web? Donc, si un service il est composite, on dit que le service web il est composable, c'est-à-dire on peut assembler plusieurs services web. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord. Je vais publier maintenant le PROSIT. On va commencer une étude de cas. Le contexte de cette étude de cas, c'est l'inscription administrative à Esprit. Comme vous le savez, donc normalement, l'état actuel de l'application administrative d'Esprit, c'est que l'étudiant, que ce soit un nouveau étudiant ou bien ancien, doit se connecter, doit passer par l'étape de préinscription. Par la suite, il doit préparer son dossier et se déplacer à Esprit pour compléter les autres étapes. De même, donc, pour payer, il doit se déplacer. Maintenant, on vise à ajouter d'autres fonctions au niveau de cette application-là et on vise à effectuer des mises à jour. Donc, la procédure devra s'effectuer en ligne, c'est-à-dire que l'étudiant ne se déplace, c'est juste dans le cas où il va effectuer le retrait de sa carte d'étudiant. C'est clair? Donc, de même, on vise à ajouter d'autres fonctionnalités. On vise à ajouter le logement, de même le transport. C'est clair? C'est pour cela, donc, on doit passer, ou bien l'étudiant doit passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étudiant doit se connecter au portail avec son login et son mot de passe, doit passer par l'étape d'inscription. L'étape 2, pour réserver une chambre, donc l'étudiant doit se connecter aux rubriques logement et dans ce cas-là, on donne la possibilité soit de réserver une chambre auprès de foyers propres à Esprit ou bien foyer privé. En troisième lieu, donc, on donne la possibilité de réserver auprès d'un moyen de transport ou bien donc d'avoir un abonnement. De même, le transport peut être soit privé, c'est-à-dire propre à Esprit ou bien public. Pour l'étape 4, donc lorsque toutes les étapes se terminent, c'est-à-dire l'inscription, le logement et le transport, le portail indique à l'utilisateur le montant à payer, le montant final, c'est-à-dire. Pour l'étape 5, donc une fois le paiement en ligne est validé, l'étudiant doit prendre un rendez-vous pour retirer la carte d'étudiant sur place, c'est-à-dire la dernière étape, c'est le retrait de la carte d'étudiant après avoir payé. À ce niveau-là, normalement, on a deux contraintes. Donc, si on va supposer que l'application actuelle d'Esprit est développée en PHP et .NET, donc les applications de résidence universitaire, de transport et de finance sont déjà existantes. La première, c'est-à-dire de résidence universitaire, est développée en Java. La deuxième, c'est-à-dire de transport, développée en PHP, et la troisième qui est donc le finance développée en .NET. La solution métier à développer, c'est-à-dire l'application finale à développer, doit être donc capable de communiquer avec les systèmes existants. Est-ce que vous y êtes tout d'abord? Vous y êtes?
Est-ce que vous êtes en train de me suivre? D'accord. Oui. D'accord. La contrainte suivante, c'est qu'on vise à améliorer les catégories d'utilisateurs. Jusqu'à maintenant, cette application est dédiée aux étudiants, mais dans le futur, on vise à améliorer les catégories des utilisateurs, c'est-à-dire cette application sera dédiée aussi pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. C'est que de plus en plus, cette application devient complexe. Pour le travail demandé, maintenant, on vous demande d'identifier les acteurs intervenant dans le futur système. Si on dit acteurs, ce n'est pas les acteurs humains, bien sûr, c'est les acteurs système. Énumérer les paradigmes de programmation qui peuvent être utilisés pour le développement de la solution métier. Ce qui est clair ici, c'est que le paradigme à utiliser, c'est la notion de service. C'est clair? Maintenant, donc, à votre avis, quels sont les acteurs intervenant dans ce système-là? Les acteurs, c'est-à-dire les services web. Combien de services déjà et quels sont ces services web-là? À votre avis, quels sont les services web qu'on peut les utiliser? Qui a une idée? Non, ce n'est pas les 5 étapes. Donc, la première question, c'est que quels sont les acteurs intervenant dans le futur système? Bien sûr, on n'est pas en train de parler des acteurs humains. Pour la question de énumérer les paradigmes de programmation, bien sûr, tant que déjà on est en train de parler de problèmes de communication et de la complexité de l'application, donc il est clair que la solution à proposer, c'est d'utiliser le paradigme service. C'est qu'on va considérer que chaque partie, c'est un service web. Il reste juste de définir les différentes opérations pour chaque service. Oui, transport, paiement et logement. Et quoi d'autre? Oui, on a le service web de transport, service web de paiement et service web de logement. Il reste un autre. De scolarité. Déjà, la première étape, c'est de passer par l'inscription. Oui, scolarité. Donc, on a le service web de scolarité, service web de transport, service web de logement et service web, finalement, service web de paiement ou bien de finance. C'est clair? Et donc, normalement, on a pu dégager ça d'après les différentes étapes. On vous demande en premier lieu de passer par l'inscription, en deuxième lieu, logement, en troisième lieu, transport, quatrième lieu, donc paiement. C'est clair? Ben, donc, on va voir par détail chaque service. Comme a dit Anis, donc on a le service web de scolarité. Système, c'est scolarité. Le nom de service, c'est Scolarity Web Service, comme vous voulez pour la nomination. Donc, type, c'est un service simple, bien sûr. Tant que je peux utiliser ce service web-là indépendamment des autres services, il est simple. C'est clair? Comme opération, donc, on peut définir l'opération d'inscription, get info étudiant, get frais inscription et suivi inscription. Donc, pour la première opération, pour s'inscrire, il faut comme input donc les informations de l'étudiant, comme le CIN, le nom, le prénom, la date de naissance. Pour l'output, c'est-à-dire en sortie, lorsque je vais utiliser le service web de scolarité, exactement lorsque je vais exécuter l'opération d'inscription, je peux avoir finalement le numéro d'inscription. Pour l'opération 2 maintenant, get info étudiant, comme input, il demande le numéro d'inscription. En output, il va me produire les détails de l'étudiant, c'est-à-dire le CIN, le nom, le prénom, ainsi de suite. Maintenant, pour récupérer ou bien pour savoir le frais demandé d'inscription, on a besoin en entrée
de numéro d'inscription. En sortie, on va avoir le frais d'inscription. Est-ce que c'est clair? Pour l'opération suivi inscription, bien sûr, si on dit suivi d'inscription, je ne suis pas encore inscrit. Donc, je vais suivre l'état de l'inscription. Oui, bien sûr, simple. Il est de type simple. Donc, je peux utiliser, ce sont l'ensemble des opérations. Hein. Au niveau d'un service web, je peux définir plusieurs opérations. Mais il est un service simple. مدام Oui, برا ما فهمتش الكاستيون متاعي انت نقصد التيب شنو هو simple. Il est de type simple. اي يعني شنو ينجم يكون On a deux types, simple ou bien composé. Je vous ai expliqué tout à l'heure la composition de service. أوكي. Un service simple ou bien service composite. Simple, c'est-à-dire si je peux utiliser ce service web-là indépendamment des autres. Composite, c'est le résultat de la composition ou bien la fusion entre plusieurs services. C'est clair? Est-ce que tu as compris, Anis? C'est bon? D'accord. Donc, pour la dernière opération, suivi inscription, on input, on a besoin de CIN et finalement, je peux avoir l'état. Est-ce que inscrit, en cours, ainsi de suite. Pour le deuxième système, maintenant, on a le transport public. Pour ce système-là, déjà, on peut définir deux services. Donc, service transport public et service abonnement. Donc, pour le type, le premier, il est simple. Je peux définir l'opération GetInfo. GetInfo concernant le transport, bien sûr. C'est juste lorsque je vais exécuter ce service web-là, je peux avoir l'ensemble des modes de paiement, modes de transport, bus, métro avec les lignes. Pour l'opération suivante, GetTarif, il suffit de spécifier le numéro de la ligne. Ou bien sûr, ce n'est pas le même tarif. Tout dépend de la ligne. Par la suite, pour l'abonnement maintenant, il est un service composite. Pourquoi c'est un service composite? Parce qu'au niveau de l'opération, je suis en train d'utiliser l'opération GetInfo qui existe déjà au niveau de service web scolarité et je suis en train d'utiliser le service web transport public. Exactement l'opération GetTarif. C'est pour cela donc le service web abonnement, il est un service composite. C'est clair? Donc, si je vais exécuter ces opérations, j'en ai besoin de numéro d'inscription et la ligne pour avoir l'abonnement par la suite. C'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Pour le transport maintenant, on a le transport. Bon, c'est bon, on a terminé avec le transport public. Pour le transport privé, de même, il est un service simple, je peux réserver. Pour l'input, on a besoin de numéro d'inscription. En output, je vais avoir le montant à payer et refus en cas d'indisponibilité. Pour le logement, maintenant, de même, on a logement privé, c'est-à-dire propre à esprit ou bien extérieur. Logement esprit, il est un service simple. L'opération, c'est réservé. Bien sûr, tant que c'est propre à esprit, c'est juste pour l'input, je peux utiliser le numéro d'inscription. En output, je vais avoir le numéro de chambre et le montant à payer, sinon refus ou liste d'attente en cas d'indisponibilité. Pour logement extérieur, maintenant, c'est un service simple de même. On peut définir les opérations suivantes. Get offre, prise de rendez-vous, confirmation, location. Pour Get offre, normalement, on a besoin de spécifier le lieu, le type de logement et on va avoir finalement les offres possibles. Pour la prise de rendez-vous, c'est-à-dire dans le cas où j'en ai besoin de me déplacer pour choisir la chambre ou bien le logement à réserver. En input, on demande la référence de l'offre et en output, on va avoir la date et l'heure de rendez-vous. Confirmer location. Donc, on a besoin de la référence de l'offre et le CIN, bien sûr, tant que c'est extérieur, c'est pas privé. C'est pour cela on est en train d'utiliser le CIN comme ID de l'utilisateur. En output, donc, on va avoir confirmation.
finalement, on a le système de finance, on a le service web de finance ou bien de paiement. Bien sûr, il est un service web simple. On a deux possibilités, soit payer en ligne à travers les cartes, paiement offline, car donc, dans certains cas, il vous donne le numéro bancaire et il vous demande de verser le montant auprès de, ou plutôt, c'est offline, c'est pas online. C'est clair? On input, donc, on a besoin de numéro de carte ou bien le numéro de compte bancaire ici. Hein. C'est le numéro de carte ou bien le numéro de compte bancaire. Et pour les deux cas, en output, on va avoir un message de confirmation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? C'est de cette manière-là, toujours, on définit les services web. Donc, c'est à travers les ID, l'ensemble des opérations. J'ai pas bien compris ta question, Mohamed Youssef. Répartition de quoi? Madame, les répartitions, tu as les services et, dans chaque système. Les secondes systématiquement comme ça, là, on a changé quelques-uns. Donc, on a défini les opérations pour chaque service, c'est selon ce qui est indiqué au niveau de l'étude de cas. C'est clair? Par exemple, C'est juste qu'on indique. Par exemple, quoi? il y a deux systèmes, là, je montre le temps en plus, par exemple. Le tableau. Bon, non. Finalement, on a déjà l'interaction ou bien la communication entre plusieurs systèmes, c'est-à-dire différentes parties de toute l'application globale. On a déjà une partie pour la scolarité, on a déjà une partie pour le transport, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pour le système transport, on a deux services. Service simple, qui est le transport public, et service composite, qui est l'abonnement. Hein. Pour chaque système, on peut avoir un ou plusieurs services. Si on dit système, c'est-à-dire partie, pour chaque partie. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Pour les autres, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est très important de comprendre les notions de base. Est-ce que c'est clair pour le premier chapitre? Pour les autres, c'est clair? D'accord, donc j'espère que ça a été clair pour le premier chapitre. Et bon, je vais déposer au niveau de Google Classroom, vous allez trouver les captures qu'on a déjà définies ensemble, les exemples, les définitions, ainsi de suite. Et je vais déposer l'enregistrement Meet. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer la partie XML. On a déjà vu la relation entre le XML et les deux familles de services web. Donc, c'est pour cela il faut bien maîtriser les notions de base du langage XML. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer la partie XML. Pour le développement, on a besoin d'utiliser le serveur Tomcat et jusqu'à maintenant, on a besoin d'utiliser l'Eclipse. Bon, je vais déposer le lien sur Google Classroom. Je vais le déposer au niveau flux, hein, au niveau de la partie discussion. Et si vous avez des questions, bien sûr, toujours, vous avez l'espace de discussion. Vous pouvez poser vos questions et je vais répondre. C'est clair? Est-ce que c'est bon? والتابلو هذاك باش تهبطوا معاه. Correction. أي باش نهبطها. Correction. اوكي. Oui. Oui, la correction, d'accord. Je vais déposer la correction, les captures, l'enregistrement Meet. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les déposer sur partie flux Google Classroom. D'accord, donc je vous dis bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Bonne journée.